Mesté, professeur de médecine générale et médecin généraliste à Tarbes, vice-président de la CPTS. Co-président. Co-président. Donc il y a une autre présidente. Alors CPTS, ça veut dire Communauté professionnelle territoriale de santé. Voilà. C'est une structure que vous avez peut-être découvert quand elle s'est occupée de faire les vaccinations contre le Covid à Tarbes. Donc Pierre, eh bien, tu vas nous faire l'état des lieux, ce qui se fait, ce qu'il faudrait faire. Tu as dirigé quelques travaux à Toulouse, quelques thèses, donc nous avons affaire à un médecin qui a pratiqué ce problème et qui l'a étudié. Tu as la parole. Merci beaucoup. Donc bonsoir. Merci pour votre présence. Je voudrais d'abord remercier l'UTL, son président et le docteur Frédéric Jalbert de me permettre d'intervenir sur ce sujet qui est un sujet important pour moi, mais pas que pour moi, parce que les violences faites aux femmes sont un fléau sur la planète, mais aussi dans nos pays occidentaux et particulièrement en France. Vous allez le voir avec les chiffres que je vais vous proposer. Et puis parce que ça a fait partie pendant une quinzaine d'années de mon champ d'enseignement et de recherche à la faculté de médecine de Toulouse. Nous avons été une des 3 premières facultés de médecine générale à mettre en place cet enseignement pour nos futurs collègues et nos jeunes internes à partir de 2009, avec la faculté de Clermont-Ferrand, qui a beaucoup travaillé aussi sur ce sujet. D'ailleurs, je vous montrerai l'adresse d'un site qui est intéressant éventuellement à consulter, et une faculté parisienne, Créteil peut-être. Donc, les violences faites aux femmes, je vais axer mon diaporama essentiellement sur les violences conjugales. Ça regroupe peut-être pas totalement le champ des violences qui s'exercent à proximité souvent de notre lieu de vie ou de notre lieu de travail. Après le diaporama, je vous présenterai un film qui s'appelle le film Anna, qui illustre très bien le sujet, qui est tourné vers les soignants, mais qui est intéressant sur le plan à la fois de la méthode, mais pour mieux comprendre le sujet. Il dure 16 minutes, donc vous verrez, c'est assez bien fait. Les violences ont une définition internationale, en fait. Je vous propose la définition de l'OMS. Il s'agit de tout comportement qui, dans le cadre d'une relation intime, cause un préjudice d'ordre physique, sexuel ou psychologique. On parle notamment des actes d'agression physique, des relations sexuelles forcées, de la violence psychologique et de tout autre acte de domination. Cette définition universelle, en quelque sorte, est admise au plan international depuis 2008. Alors, je voudrais qu'on caractérise bien ces violences, et notamment ces violences dans le couple. Ce ne sont pas de simples disputes, hein. Ce n'est pas simplement parce qu'on n'est pas d'accord pour le choix du restaurant de ce soir. C'est tout à fait différent. Il y a une structuration de ces violences qui s'exercent et qui donc connaissent des caractéristiques très précises. Ce sont des faits récurrents et cumulatifs, mais surtout il y a un rapport de force asymétrique dans le couple. Généralement, c'est de l'homme vers la femme. C'est tout à fait différent des disputes domestiques. Les racines sont évidemment dans les relations inégalitaires entre les femmes et les hommes. Dans le passé des violences, de l'agresseur ou de l'agressé, on retrouve souvent ces notions de traumatisme antérieur et de violence dans le passé. Donc, les violences psychologiques sont très prégnantes et très fréquentes. Les physiques aussi, bien sûr, les verbales et sexuelles, mais aussi les économiques, c'est-à-dire privées, par exemple, s'accompagnent d'un compte en banque ou de la moindre monnaie pour aller acheter un magazine. Donc, violences économiques et les violences spirituelles, évidemment, qui s'exercent dans le cadre du culte. On en reparlera si vous voulez. On ne se rend pas bien compte, en fait, du retentissement que cela peut avoir au niveau de notre société. Alors, je n'ai pas retrouvé, malheureusement, de chiffres plus récents, mais le coût économique est majeur, hein, c'est 3,6 milliards d'euros en France.
Paradoxalement, les dépenses de santé sont minimes, presque 290 millions d'euros. Mais il y a tous les problèmes de l'invalidité, du handicap, de l'incapacité que ces violences entraînent, du défaut d'accès au poste de travail. Et donc c'est un poste majeur qui concerne notre pays. Après, un chiffre qui fait un petit peu froid dans le dos quand même, c'est que la violence conjugale est la première cause de décès et d'invalidité pour les femmes de 16 à 44 ans en Europe. Je vous donne quelques éléments de méthode pour vous dire que les chiffres qui vont suivre et qui sont, de mon point de vue, assez impressionnants, mais malheureusement que je connais depuis maintenant pratiquement une vingtaine d'années, ont été référencés par des éléments de méthode, de statistiques, et notamment par l'enquête nationale de statistiques sur le vécu et le ressenti en matière de sécurité. Donc, ce sont des chiffres essentiellement qui proviennent du ministère de l'Intérieur. Et d'ailleurs, à ce sujet, ça paraît étonnant aussi, mais on ne connaît vraiment les chiffres que depuis une vingtaine d'années. Jusqu'à la fin des années 90, il n'y avait aucune statistique. Les statistiques ont commencé à remonter de la gendarmerie et de la police, mais elles sont vraiment organisées au niveau du ministère de l'Intérieur et au niveau aussi de la MIPROF, on y reviendra, de la mission interministérielle de protection des violences faites aux femmes, vraiment organisée que depuis une vingtaine d'années, le début des années 2000 en fait. Donc cette enquête, il y a eu plusieurs enquêtes. Il y a eu une enquête nationale des violences faites aux femmes qui avait commencé en 2002, je pense. Mais il y a eu des enquêtes plus structurées. Globalement, ça va concerner un échantillon de 91 000 personnes vivant en France, en couple, et qui sont âgées de 18 à 74 ans. Mais on peut estimer quand même que cet échantillon est tout à fait représentatif de ce qui se passe. Alors, moi je me suis intéressé à ce sujet parce que le chiffre de la deuxième ligne m'a quand même interpellé. Donc, en France, on considère qu'une femme sur 10, je vais y revenir sur ce chiffre, mais qu'une femme sur 10 de la population générale de la rue est concernée. C'est sans doute plus, mais on est à peu près sur ce chiffre actuellement. Mais comme médecin traitant et comme médecin généraliste, le deuxième chiffre que j'ai découvert donc en 2009, dans un travail d'une interne qui avait travaillé là-dessus avec mon accord, et on a été interloqués. Beaucoup de travaux de thèse qui sont survenus ensuite ont confirmé ce chiffre. Ça concerne 4 femmes sur 10 qui rentrent chaque jour dans les cabinets de médecine générale. Elles rentrent pour des problèmes de santé, ou pour leur enfant, ou pour venir chercher un document, ou pour venir prendre rendez-vous. Donc si vous voulez, le médecin généraliste, il est quand même en première ligne, et c'est pour ça qu'à Toulouse, on avait décidé de l'intégrer à l'enseignement de médecine générale des futurs spécialistes de soins premiers. Donc dans le monde et au cours de sa vie, on considère qu'une femme sur 3 sera victime de violences physiques ou sexuelles. Donc ça c'est assez sérieux comme chiffre aussi, puisqu'il y a eu des enquêtes de l'OMS entre 2000 et 2018 dans 161 pays. Les chiffres de 2023 ne sont pas complètement arrêtés, donc je suis resté sur les chiffres de 2022. 80% des victimes sont des femmes et 80% des auteurs sont des hommes. Tous les 3 jours, vous le savez, une femme meurt en France sous les coups de son concubin, de son mari et de son ex-ami. Les hommes, c'est 1 tous les 14 jours, donc certains hommes sont soumis aussi aux violences dans le couple, que ce soit des couples hétérosexuels ou des couples homosexuels. Il y a quelques particularités dans les couples homosexuels, je ne sais pas si c'est intéressant de les développer, mais on verra. Donc en 2022, 118 femmes ont été tuées par leur partenaire ou leur ex-partenaire, 27 hommes ont été tués, et 12 enfants mineurs sont décédés aussi pendant ces événements. On sait que depuis 2017, les violences au sein du couple ont augmenté de 106%, donc ça a presque doublé en 5 ans. Et les faits relevant de crimes, c'est-à-dire les viols, ont triplé sur cette période. On pense que 94 000 femmes, bon, ce sont des chiffres, c'est presque une centaine de milliers, âgées de 18 à 75 ans, ont subi un viol ou une tentative de viol au cours de l'année. La plupart du temps par des proches, des amis, le conjoint, l'ex-conjoint, le collègue de travail. Donc c'est un phénomène majeur. 366 personnes ont été victimes de tentatives de féminicide ou d'homicide, dont 267 femmes. Les femmes sont souvent les victimes, évidemment.
40 auteurs se sont suicidés. Il y a eu 206 décès dans ce contexte en 2022. Et on va venir après sur un phénomène qui est intriguant aussi, c'est que seulement 15% des personnes ont porté plainte et 5% ont enregistré une main courante. Là, il y a eu une qualification de ces violences. Donc vous voyez que l'essentiel, les 2/3 sont des violences psychologiques, 40% des violences sexuelles, 21% des violences physiques qui sont finalement pas au devant de la scène mais qui peuvent être très graves. Mais quand même 70% des femmes ont subi au moins 2 types de violences. On va se poser cette question, pourquoi si peu de femmes portent plainte ou signalent auprès des autorités ce problème? Donc, il y a eu aussi des chiffres précis sur l'échantillon. 20% des femmes ne se rendent ni à la gendarmerie ni au commissariat parce qu'elles pensent que ça n'est pas si grave que ça. 20% disent avoir pensé que cela n'aurait servi à rien. 6% déclarent que leur témoignage ne serait pas pris au sérieux. Et 4% qui avaient déjà porté plainte ont une mauvaise expérience au cours de cette procédure. Donc finalement, beaucoup de femmes, même si les plans gouvernementaux sont majeurs depuis un certain nombre d'années, avec différents plans qui se sont succédés, et même si, de mon point de vue, ça s'est beaucoup amélioré au niveau de l'accueil dans les commissariats et dans les gendarmeries, puisqu'il y a souvent des personnes dédiées pour recueillir ces plaintes, il y a encore dans la population l'idée que finalement ça ne va pas servir à grand chose ou que ce n'est pas très grave, et finalement une certaine méfiance vis-à-vis des autorités à la fois policières et voire judiciaires. Pourtant, pratiquement les 3/4 d'entre elles en ont parlé à leurs amis, à leurs proches. Et finalement, moi, dans cette statistique, je pense qu'on est tous concernés. On est tous concernés, probablement dans notre vie quotidienne, dans la vie de nos proches. Et donc, je crois qu'il ne faut pas faire l'autruche si on apprend ce genre de problème. Et moi, je me sens doublement concerné puisque le médecin traitant est le premier professionnel de santé à qui on arrive à en parler. Et donc nous, dans notre formation de médecine générale, on essaie d'expliquer aux jeunes médecins qu'il faut qu'ils osent poser la question. C'est-à-dire, on va le voir dans le film tout à l'heure, c'est assez explicite, c'est dans l'interrogatoire, dans l'entretien, lorsqu'on voit les patientes pour la première fois, mais même si on les voit pour d'autres motifs, et je vais vous donner quelques motifs cliniques qui sont divers, mais qui peuvent cacher des violences, effectivement, on doit dire, est-ce que vous subissez ou avez-vous subi des violences? On sait que les femmes attendent que le médecin pose la question. Donc c'est peut-être pas si simple de se mettre dans cette posture, mais pourtant c'est nécessaire. 33% ont quand même consulté un psychiatre, 9% ont parlé aux services sociaux et 4% ont appelé le numéro vert dont on reparlera aussi. Mais beaucoup d'entre elles n'ont encore fait aucune démarche en réalité. On sait que malheureusement il y a une augmentation de ces violences chez les personnes en situation de vulnérabilité et de handicap, puisque le taux de victimes conjugales dans ces situations est 2,5 fois plus élevé que la moyenne. Il y a aussi le problème des enfants, qui est un problème majeur. Les enfants sont des co-victimes. Vous savez aussi que les statistiques, les Canadiens qui ont travaillé là-dessus il y a plus de 30 ans nous avaient avertis. Les Belges sont aussi un petit peu en avance sur nous, les Espagnols évidemment. On sait que les enfants subissent de nombreuses menaces. Dernièrement, hier je crois, j'entendais à France Info qu'un enfant sur 5, un mineur sur 5 est soumis sur Internet à des agressions sexuelles. Et toutes les 3 minutes, un enfant se fait agresser en France. Peut-être que c'est un sujet dont il faudra reparler, les agressions vis-à-vis des enfants, mais pas seulement comme co-victimes, mais comme victimes individualisées, et notamment sur l'inceste qui existe et de manière beaucoup plus flagrante que ce qu'on peut penser. Donc 12 enfants ont été tués en 2022, dont 8 en même temps qu'un parent. Ça veut dire que 4 autres ont été tués en dehors de la situation avec la mère. 29 étaient présents.
ont assisté à l'assassinat de leur mère. 22 ont été directement témoins du crime et donc en 2022, 129 enfants sont devenus orphelins de père ou de mère ou de père et de mère. Je vais peut-être m'attarder sur cette diapositive qui est essentielle. Le mécanisme de la violence a été décrit par Léonore Walker en 1979. C'est une psychosociologue américaine. Bon, je pense qu'elle est à la retraite maintenant, mais elle a très bien décrit ce mécanisme de la violence qui s'applique de manière systématique. Ça veut dire que c'est un mécanisme scientifiquement prouvé. Donc, on va essayer de décrire, vous pourrez le retrouver facilement si vous voulez le détailler davantage, mais il y a d'abord un climat de tension qui s'installe dans le couple, c'est-à-dire des choses qui ne conviennent pas, de l'énervement, moi je travaille toute la journée, tu n'as même pas fait réchauffer les pâtes, enfin vous voyez ce genre de choses. Donc la tension commence à monter, puis la crise éclate. Ça peut être des paroles, ça peut être de la violence psychologique, bien sûr, mais c'est aussi des coups. Et la troisième phase est intéressante, malheureusement, parce que la victime accepte cette troisième phase de justification. En disant, oui, mais tu comprends, je suis fatigué, je dors pas assez, je travaille beaucoup, on a décidé de bâtir ensemble, et donc, etc., etc. Donc, l'auteur se justifie. Et en se justifiant, finalement, il reprend, il exerce son emprise sur la victime, qui accepte cette justification et qui finalement accepte la quatrième phase qui est une lune de miel, c'est-à-dire d'accord, on va repartir sur de bonnes bases, je comprends, excuse-moi, je t'ai peut-être trop poussé à bout, donc le mécanisme fait que la victime se culpabilise. Et c'est ce qui donne toute la signification de cette emprise et le fait que l'auteur, finalement, reste le maître et reste dominant dans la situation, quoi qu'il fasse. Et vous voyez que ce mécanisme, il est circulaire. Et pourquoi il est circulaire? Parce qu'on n'en sort jamais si on n'accepte pas de quitter la personne, en réalité. Parce que les femmes croient toujours, enfin je ne sais pas s'il y a des médecins, oui il y a des médecins dans la salle, c'est quand on discute avec ces femmes qui subissent des violences, elles disent non mais on va se donner un peu de temps parce que peut-être qu'il va changer. Vous pourrez lire à ce sujet, je l'ai mise en conclusion, mais Marie-France Irigoyen, qui est une psychiatre, a beaucoup travaillé sur le harcèlement. Elle a écrit beaucoup de publications là-dessus. Elle explique bien ça, c'est que finalement, la victime devient quasiment consentante, on va dire. Et donc, de ce cercle-là, si on ne prend pas des décisions de séparation, en fait, on n'en sort jamais. Pourquoi? Parce que les auteurs, s'ils ne se traitent pas, ne guérissent pas. Ensuite, on pourrait penser que ça touche des milieux défavorisés, des milieux en précarité. Alors bien sûr, la pauvreté probablement est un facteur aggravant de la violence. Malheureusement, ou de manière tout à fait logique, ça touche tous les milieux sociaux. Les avocats, les médecins, les pilotes de ligne, ça touche tous les milieux sociaux. Et je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue il y a pas très longtemps, 3-4 ans. J'organisais des séminaires de formation médicale continue pendant une vingtaine d'années sous l'égide du Collège national des généralistes enseignants. Et il y a 4 ans, je crois, peut-être 4-5 ans, j'avais organisé un séminaire sur la santé de l'enfant et la santé de l'adolescent. C'était super, on allait à Cap-Vert, on était à l'hôtel, c'était bien. Et du coup, dans ce séminaire, nous étions 22. 11 hommes, 11 femmes. En parlant de la santé de l'enfant et de l'adolescent, forcément, on en vient à parler des mères, des parents et des violences. Et donc moi, j'explique mes chiffres, puisque j'avais déjà mes chiffres. Donc déjà, les médecins qui étaient là étaient un peu interloqués par ces chiffres, parce que la plupart d'entre eux ne les connaissaient pas.
Et puis vous savez, comme dans les groupes, il y a toujours une sorte d'effet de leader ou de gens qui veulent se mettre en évidence. Et donc il y a un médecin homme qui se lève et qui dit, il y avait 11 femmes, d'accord, qui dit, non mais vous mesdames ici, vous êtes toutes magnifiques, vous êtes heureuses, etc. Enfin, l'imbécilité communiquée, d'accord. Et là, il y a une femme qui se lève brutalement en lui disant, mais tu es un gros con, parce que moi je suis en instance de divorce pour ça. Parce que mon mari me frappe. Bon, alors ça a jeté un froid quand même dans la salle. Et puis, ça c'était le matin. Et puis, au moment du repas, je vois bien qu'il y avait une consoeur, une collègue que je ne connaissais pas, qui était venue à cette formation depuis Toulouse. Je voyais bien qu'elle voulait me parler. Alors j'ai dit, mais si vous voulez, on va déjeuner ensemble. Et elle me dit, vous savez, je n'ai pas osé le dire, mais moi aussi je suis en instance de divorce à cause de ça. Donc sur les 11 femmes médecins qui étaient là, il y avait 2 femmes battues en quelque sorte, mais qui étaient en train de se séparer. Je vous confirme que ça touche tous les milieux sociaux. Donc c'est le modèle de l'homme dominant. Le cycle de la violence que je vous ai montré concerne quand même le couple hétérosexuel. Mais il peut être inversé, ça peut être la femme sur l'homme aussi dans des situations un peu moindres, puisque il y a moins de... c'est 20% dans l'autre sens. Hein. C'est un peu moins vrai pour les couples homosexuels. Alors je vais vous parler des couples homosexuels hommes parce que j'ai dirigé des travaux là-dessus il y a quelques années. Il y a des violences aussi, bien sûr, hein. Les couples homosexuels hommes, c'est pas forcément le bonheur tous azimuts non plus. Hein. Il y a des violences, mais on n'a pas retrouvé, on avait fait des études à la fois quantitatives et qualitatives, avec des méthodes assez personnalisées. On n'a pas vraiment retrouvé le cycle circulaire. C'est un peu plus linéaire, et donc je pense qu'ils se séparent plus facilement que les couples hétérosexuels. Donc c'est le modèle de l'homme dominant. Je vous l'ai dit, hein, souvent il y a un passé traumatique. On peut définir plusieurs typologies, mais souvent ce sont des patients des hommes égocentriques qui maîtrisent l'emprise, hein, parce que l'emprise aussi, on se sert du mensonge pour évidemment dominer l'autre, et qui ont une certaine négation de l'autre aussi. Les conséquences sur la santé, on va y revenir. Je pense qu'il y a 2 éléments importants, hein. Donc le cercle de la violence et la notion d'emprise. Je pense qu'il faut, vous connaissez ça, mais il faut vraiment comprendre que la relation est inégale, qu'il y a une ascendance, qu'il y a une domination, qu'il y a un contrôle de l'autre de manière permanente. Par exemple, dans des couples, il y a des hommes qui disent « moi je ne veux pas que tu travailles, tu dois t'occuper des enfants, tu restes à la maison », mais ça c'est aussi une forme de domination, à la fois psychologique mais aussi économique en quelque sorte. Le conditionnement peut être gradué, oui, il peut y avoir des niveaux différents. Il y a une certaine dépossession de la victime, une dévalorisation, une humiliation y compris en public, de l'agressivité permanente, de la suspicion, regardez le téléphone portable, regardez s'il y a eu des SMS, de l'isolement aussi, hein. Il y a des victimes qui sont bloquées chez elles, hein, fermées à clé dans certains couples, hein, ne peuvent plus sortir lorsque l'homme part travailler. Et puis cette idée de culpabilisation qui en fait porte l'emprise, c'est-à-dire qu'en culpabilisant l'autre, on l'affaiblit et il se soumet à l'emprise. La dépendance financière, administrative, affective et le contrôle sur les activités quotidiennes, c'est-à-dire je vois pas pourquoi tu irais chez le coiffeur, c'est bon. Enfin, des choses qui paraissent banales, mais qui en réalité sont des choses graves. Et qui contraignent à la fois sur le plan moral et qui en quelque sorte asservissent. J'aime bien ce schéma parce qu'il montre les différentes dimensions de l'emprise, donc morale, intellectuelle, économique, psychique, mentale et physique. On peut peut-être l'inverser aussi, hein, mais je pense que toutes ces dimensions, finalement, elles concourent vraiment à l'emprise et elles la portent. Bon, je suis désolé, mais j'aime bien me revenir sur le médecin traitant quand même.
Je vous le redis, c'est pour le premier interlocuteur. Le deuxième interlocuteur, c'est l'urgentiste, évidemment, parce que souvent il y a des blessures graves. Mais ça veut dire que la première ligne est très concernée. Le psychiatre, ça va être dans un deuxième temps. La première ligne, je pense qu'il faut qu'elle soit informée, qu'elle repère, qu'elle dépiste. Le film va vous l'expliquer sans doute. Moi, j'ai l'habitude de dire, enfin pour 2 mois encore, ou 4 mois encore, à mes internes que les femmes qui subissent des violences, il faut d'abord les accepter comme des patients. Il faut d'abord les croire, parce que parfois on ne les croit pas, souvent on ne les croit pas. Il faut d'abord les écouter, il faut les croire. Et comme ça va être des faits récurrents, on va les revoir. Moi j'ai l'habitude de dire à mes internes qu'il faut essayer de considérer ça comme une maladie chronique. Et finalement d'être dans une situation à la fois d'écoute et de progrès peu à peu. On n'est pas obligé de tout résoudre tout de suite. Il y a des moments où les femmes ne vont pas vouloir porter plainte, mais peut-être que dans 2 ou 3 consultations après, elles le feront. Et puis, on doit essayer cet accompagnement permanent de manière... Il y a des maladies chroniques dont on peut guérir. Et donc, je pense que pour les médecins, de se mettre dans cette situation, c'est peut-être plus facile pour ces prises en charge. Parce qu'en fait, il y a une symptomatologie avec des faits récurrents, mais on n'est pas démunis, on a une deuxième ligne avec les associations, mais aussi avec la justice, avec la police, qui nous permet d'intervenir. Finalement, si on l'assimile en quelque sorte à une maladie, entre guillemets, on a aussi des spécialistes autour qui peuvent nous aider à prendre en charge ces femmes. Et donc je pense que c'est peut-être une vision un peu plus pratique pour les médecins. Donc osez poser la question, comme on demande, je sais pas, est-ce que vous dormez bien, est-ce que vous êtes essoufflé, est-ce que vous avez des douleurs, est-ce que vous subissez des violences? Et après, si on rentre dans le sujet, je pense qu'on peut suivre ces patientes de manière avec une posture assez professionnelle finalement, parce que c'est aussi difficile en médecine générale de rester dans la neutralité, de ne pas être dominé par ses sentiments et de ne pas donner des conseils malvenus. Et donc, si on reste dans cette posture professionnelle de prise en charge au long cours comme une maladie chronique, je pense que c'est plus simple. On a des indices de repérage. Frédéric Gelbert m'a fait retirer des diapositives, mais c'est vrai qu'il était plutôt pour les médecins, dont j'en ai retiré 4 ou 5. Mais celle-là, je l'ai gardée. Pourquoi? Parce que je pense que ça concerne un petit peu tout le monde. Donc, évidemment, ces victimes, elles sont anxieuses. Elles peuvent aussi être parfois incohérentes dans leurs paroles. Elles consultent beaucoup en fait en médecine générale, et si on ne pose pas la question à un moment donné, on ne va pas se rendre compte que beaucoup des symptômes qu'elles nous présentent sont en fait à mettre sur le compte des violences. Ensuite, on voit souvent les couples dans nos cabinets. Et moi, ces agresseurs, je les connais bien finalement. Vous savez pourquoi? Parce que déjà accompagner... Quand on est très très amoureux et qu'on a 25, 30 ans, 40 ans, moi je trouve normal qu'on accompagne le conjoint dans le cabinet. Après, lorsqu'on est sur des consultations de suivi, je ne sais pas si c'est toujours normal que le mari soit là en permanence. Donc pour moi c'est un repère déjà. Ensuite, chérie par-ci, chérie par-là, ne bouge pas, je vais faire le chèque. Ou alors il répond à sa place. Il répond à sa place. Vous posez une question, c'est pas elle qui répond, c'est le mari. Donc vous voyez, il y a déjà une emprise aussi dans la réponse aux questions. Et donc ces agresseurs, paradoxalement, à l'extérieur, ils sont sympas. Hein. Donc, et ils sont aussi, oui, c'est une phrase importante, souvent ils reprennent leur partenaire et ils critiquent ce qu'elle a fait. Donc ça déjà, quand on a un petit peu l'habitude, ça veut dire qu'il se passe des choses. Il y a beaucoup de lésions, alors il y a des troubles psychologiques, mais il y a aussi beaucoup de lésions génitales, par exemple, des vulvites, des vulvogénites, des mycoses répétitives et tout ça. Il faut se poser la question de la violence ou de rapports sexuels non consentis. On sait aussi que des pathologies chroniques peuvent être déstabilisées par ces violences. Et après, ça c'est plutôt pour les médecins, mais vous voyez, un tympan perforé, ça peut être effectivement une gifle violente qui a été portée sur l'oreille et qui a fait éclater le tympan. Les lésions ophtalmologiques aussi, hein, lorsqu'on frappe quelqu'un au visage, des lésions ophtalmologiques répétées, ça peut être des violences conjugales.
des petites blessures à répétition, ça peut être des chutes dans les escaliers. Donc on a quand même un certain nombre d'éléments cliniques qui peuvent aussi, si on n'a pas posé la question, nous donner des notions de repérage. Après, il y a une situation de fragilité. Alors, c'est la femme jeune, les violences sont importantes jusqu'à 24-25 ans, hein, donc le fait que la femme soit jeune, c'est une situation de fragilité. Et puis la grossesse aussi. D'ailleurs, dans nos recommandations, lorsqu'on voit des femmes enceintes, théoriquement, on est obligé de poser la question, ça fait partie des recommandations de l'HAS, de l'autorité de santé, de demander si elles sont victimes de violences. C'est sans doute la seule situation clinique où les autorités nous demandent de le faire de manière expresse. Pourquoi ? Parce que la grossesse, déjà, la mère, ou la future mère est évidemment préoccupée pour mener à bien cette grossesse, elle est sans doute un peu moins disponible, et puis il va y avoir finalement un concurrent, hein. L'enfant pour le père, ça va devenir un concurrent quelque part par rapport à la mère. On sait évidemment que les maltraitances subies dans l'enfance sont un facteur de risque. On a aussi bon, c'est peut-être un peu secondaire pour vous, mais on a réussi par nos travaux à utiliser en francophonie, hein, en Belgique et en France, ce test qui est un test anglo-saxon qui est référencé. Il est très intéressant parce qu'il est scoré et c'est des questions de la vie courante qui nous permettent finalement, si on accepte de le faire, aussi d'identifier les patientes victimes de violences. C'est vraiment des phrases très simples. Comment décrirez-vous votre relation de couple ? Quand il y a une dispute, comment vous la solutionnez avec difficulté, beaucoup de difficultés ? Est-ce que, je ne sais pas, votre partenaire a-t-il déjà abusé de vous physiquement, souvent, quelquefois ou jamais ? Donc on a des éléments, si la réponse est fiable, on a des éléments scorés qui sont très intéressants. Je voudrais vous parler de la dangerosité. Parce que souvent les voisins disent « Ah oui, lui il a un fusil, etc. » On sait que sur l'évolution au fil du temps qui peut aller jusqu'au féminicide, il y a des éléments finalement assez simples de repérage, si on le sait, qui peuvent se conclure par la mort. Donc la présence d'armes, évidemment dans une maison, les menaces de mort déjà, le fait de les signifier, c'est un signe d'aggravation. Il y a un élément très intéressant, c'est pour ça qu'on est tous concernés, c'est-à-dire les menaces et les coups dans les lieux publics. C'est aussi un signe que le degré de violence évolue et devient inquiétant. Le fait d'insulter son partenaire sur un lieu public, mais aussi de le bousculer ou de la bousculer, ou éventuellement de lui donner une gifle, c'est vraiment un signe de dangerosité qu'on retrouve dans toutes les histoires où il y a eu assassinat. La perception du risque par la victime aussi, qui vous dit mais je crois qu'il va me tuer. Voilà. La séparation en cours aussi est une période, on le voit bien hein, dans l'actualité, que la séparation du couple est une période à risque, et les violences sur les enfants, bien entendu. Dangerosité, il faut aborder aussi cette notion de vulnérabilité qui nous concerne aussi tous. Donc on sait que, je l'ai dit, les femmes jeunes, la grossesse, les antécédents, mais il y a aussi des patients qui ont des troubles mentaux, des handicaps moteurs, etc. Donc qui se trouvent en situation de vulnérabilité. Et là, on est un petit peu responsable chacun, peut-être de les accompagner pour porter plainte, voire de faire un signalement, même si les signalements sont plutôt l'apanage des professionnels de santé. Ensuite, ces violences, elles altèrent considérablement la qualité de vie. Bon, si on vous frappe, si vous avez une fracture, c'est déjà un élément de gravité, mais aussi la répétition de ces violences, l'humiliation des personnes. Ça peut entraîner des situations chroniques avec des dépressions, des tentatives de suicide pour la victime, des troubles comportementaux, voire des addictions, le passage à l'alcoolisme par exemple. On sait aussi que ça a un retentissement majeur
évidemment sur la sexualité, ça tombe sous l'évidence, mais aussi sur le fait d'avoir des enfants et sur la fertilité. Beaucoup de patientes ont déjà des maladies chroniques qui se trouvent aggravées. On n'est pas démunis, hein. Je vais y revenir, on n'est pas démunis. Je voudrais quand même vous parler des unités médico-judiciaires. Il y en a une à Pau, on n'en a pas à Tarbes. C'est des structures très intéressantes dans lesquelles il y a à la fois des médecins légistes, un accueil, des psychologues et où il y a aussi des intervenants de la police judiciaire en particulier. Donc vous voyez par rapport au nombre de violences, ils ont quand même accueilli en 2022 près de 40 000 personnes de manière spontanée ou sur réquisition. Donc c'est un réseau, mais il n'y en a que 47 sur tout le territoire national, donc ça veut dire qu'il n'y en a pas une par département. Sur la législation, c'est juste pour vous dire que le fait des violences dans le couple, ça aggrave la situation et ça aggrave les peines. Et donc, de toute manière, ça concerne un peu aussi sur l'ITT, sur l'incapacité totale de travail qu'on peut mettre sur les certificats, peu importe, ce sera considéré par le procureur avec gravité. Donc c'est une situation assez nouvelle, mais qui est authentifiée par la loi de 2018. Donc depuis 2018, les morts violentes notamment, mais aussi les violences qui ont lieu au sein des relations non officielles, mais du couple, mais aussi ça peut être petit ami et ex-petit ami. Ça n'est plus dissocié, si vous voulez, donc c'est considéré comme un crime d'emblée compte tenu de la gravité. Les peines sont majeures, hein, vous le regarderez si vous le diaporama, on ne va pas le détailler, si elles sont prononcées, elles sont majeures, bien sûr. Je voudrais vous parler de quelques outils, et peut-être d'un outil assez simple que vous pouvez utiliser, et que vous avez peut-être vu, le violentomètre, qui a été imprimé sur les sacs de boulanger notamment, je ne sais pas s'il faut dire les poches, on peut dire les poches ou pas, sur les poches à pain en fait, il y a eu une période où ici, dans le 65, grâce au département et je pense aux associations et à la préfecture, on a imprimé des violentomètres. Il est très intéressant ce violentomètre parce que c'est une auto-évaluation de chacun finalement. Et je pense que on va pas le détailler, d'accord, vous le lirez plus tard, mais je crois que, vous voyez, si on se trouve dans le jaune, là par exemple, rabaisse mes opinions et mes projets dans un couple, c'est pas très normal, on doit les valoriser, les opinions et les projets. Du chantage, c'est des propositions assez simples, mais que je crois on peut appliquer très facilement à la vie courante, et donc je crois qu'il faudrait le distribuer à nos patientes en fait de manière systématique. Après, il y a un site que j'adore, moi je vous ai parlé de Clermont-Ferrand. Vous pouvez aussi, il est libre, le site, il est très très intéressant. Ça s'appelle Déclic Violence. Il y a beaucoup d'éléments à la fois sur le mécanisme de la violence, sur l'historique, mais il y a aussi beaucoup d'éléments de ressources. Donc vous pouvez consulter ce site très facilement. À la base, c'est une thèse de médecine générale qui a constitué ce site. Bon, le problème, enfin non, c'est pas un problème, mais il doit être actualisé en permanence. Donc c'est la faculté, c'est le département de médecine générale de Clermont-Ferrand qui l'actualise en permanence. Mais à la base, la structuration du site, c'était le sujet, la question de recherche d'une interne. Alors, on peut parler des mesures mises en place. Je reviendrai après sur les deux diapositives de conclusion sur les ressources qu'il y a autour de nous. Donc, il y a eu une progression importante quand même sur les mesures judiciaires. Hein. Vous savez que maintenant on peut... D'ailleurs c'est simple, si une femme porte plainte pour violence actuellement, le partenaire est récupéré immédiatement et est mis en garde à vue. Alors parfois c'est beaucoup, mais pourquoi pas. Là j'ai un patient, il vient de passer 2 nuits en garde à vue, voilà. Il se trouve que la dame l'a rejoint parce qu'il trafiquait des stupéfiants. Donc lui il a passé d'abord 2 nuits et puis le 3e jour
la mère de la dame m'a dit, vous savez, elle aussi, elle y est. J'ai dit, mais pourquoi elle est là-bas? Mais parce qu'en fait, il y avait une histoire de drogue derrière. Donc voilà, ils se sont rejoints malheureusement en garde à vue. Donc on peut prononcer des interdictions d'entrer en contact avec la victime. Hein. Donc il y a tout un arsenal judiciaire qui permet quand même de protéger ces femmes, à condition qu'elles aient été signalées ou qu'elles aient porté plainte. Donc l'ordonnance de protection est délivrée par le juge des affaires familiales. Alors le téléphone grave danger, vous savez, ce sont des téléphones qui sont distribués pour que les femmes qui subissent des violences dans des situations graves puissent prévenir tout de suite les forces de police. Il n'y en a que 4000 actifs en France, ce qui est sans doute très inférieur à la réalité, malheureusement, mais en fait c'est quand même en progrès, c'est quelque chose qui est, je crois, de plus en plus utilisé. Il y en a, je pense qu'il doit y en avoir quelques dizaines dans le département, hein, une cinquantaine peut-être. Et puis il y a le bracelet anti-rapprochement, vous savez, qui permet de signaler à la police sur le plan électronique le fait que l'agresseur se rapprocherait du domicile de la patiente. Donc c'est des outils très intéressants, mais qui sont sans doute trop peu nombreux sur notre territoire. On va venir là-dessus parce que j'ai une chose ou deux à vous dire par rapport aux lignes qui sont là. Tout le monde doit connaître le 3919, qui est le numéro, mais qui est utilisé que par 4% des victimes. Alors je sais qu'il y a ici le planning familial qui est représenté, donc il faut que j'en parle, mais pour nous, il y a une association très intéressante qui s'appelle France Victimes, que vous devez connaître, qui a une antenne dans chaque département. Alors c'est pour toutes les victimes, hein, c'est les victimes de vol, etc. Mais elles sont très... Il y a l'ancien président ou l'ancien trésorier de l'association là. C'est une structure très intéressante parce qu'il y a un accueil déjà, dont on vous écoute. Et les personnes qui sont là savent de quoi vous parlez. Vous pouvez avoir une aide juridique. Il y a souvent une juriste dans l'antenne de France Victimes. Et il y a souvent une psychologue aussi. Donc il y a une prise en charge pluridisciplinaire qui peut se faire de manière gratuite, bien évidemment. Après, bien sûr, le Centre départemental des droits des femmes, le mouvement français pour le planning familial. Il y a une application, je ne sais pas si vous la connaissez, moi je l'ai découverte de manière récente, qui s'appelle ApplyAppL, qui est pas inintéressante. Je voudrais insister sur la MIPROF quand même, qui est donc la mission interministérielle qui travaille là-dessus depuis une vingtaine d'années. C'est sans doute une des missions interministérielles les plus performantes pour moi, parce qu'à la fois il y a un recueil de la réalité, mais il y a aussi des propositions qui sont faites avec. Vous pouvez le consulter aussi, le site, il est très accessible. Je trouve que c'est intéressant. Puis il y a tous les sites Stop Violence, etc. Gynécologie sans frontières qui s'intéresse aux viols. On pourra peut-être faire une conférence là-dessus sur les mutilations génitales féminines. Pourquoi pas? Moi, je vous propose ce sujet. Je pense qu'il est pas inintéressant compte tenu des mouvements de population que nous avons. Et on sait qu'il y a probablement une centaine de milliers de femmes qui sont excisées sur notre territoire actuellement. Donc, moi, je veux bien l'année prochaine intervenir là-dessus. Pardon, je m'invite. Mais je m'invite, pardon. Donc, Gynécologie sans frontières travaille là-dessus et a mis au point notamment des techniques de réparation, mais on pourra traiter le sujet si vous voulez. Et ensuite, un mot pour les agresseurs quand même, parce que les agresseurs sont déjà malades finalement. Enfin, je ne sais pas quelle est l'approche qu'on doit avoir, mais ça veut dire quand même qu'ils ont un problème avec la relation humaine et la relation de couple et la relation sexuée, enfin bon bref. Donc à Toulouse, il y a une association qui s'appelle non pardon c'est pas ça. Ta vie en main, c'est aussi pour les mutilations génitales. Mais à Toulouse, il y a une association qui s'intéresse aux agresseurs parce que parfois dans les décisions, souvent maintenant dans les décisions de justice, on impose aux agresseurs des séminaires thérapeutiques, en tout cas d'échange, des groupes de parole en fait. Hein. Ça fait partie des soins qui sont proposés. Les résultats sont sans doute à évaluer. Donc, quelqu'un qui m'est proche travaille dans ces groupes de parole
Et c'est assez fascinant parce qu'en fait, on y retrouve tous les milieux sociaux, effectivement. Et puis l'agresseur, vous savez, c'est comme pour l'histoire du permis de conduire, il ne comprend pas pourquoi il est là. Parce que lui, il pense que sa femme devrait être à sa disposition, ce qu'elle n'est pas ou ce qu'elle ne veut pas être. Et donc, c'est vraiment des postures à la fois de vie, mais aussi éducationnelles et de représentation de la femme pour certains dans le couple. Mais c'est quand même, c'est pas très vieux. Hein, il y a que quelques années que ces séminaires thérapeutiques existent pour les agresseurs. Oui. Également, ils prennent en charge les auteurs. Oui, c'est vrai. C'est vrai, madame. Oui, je sais bien, mais c'est dans ce contexte, oui. Pour la bibliographie, bon, il y a les noms classiques là, hein, mais Marie-France Irigoyen, depuis une vingtaine d'années aussi, a écrit des choses très intéressantes. Tout le monde connaît le docteur Muriel Salmona, hein, qui est la référente d'ailleurs de France Victimes au niveau national, qui elle-même a été agressée étant enfant, je crois, et qui a vécu l'inceste, je crois, et qui donc a beaucoup écrit sur le psychotraumatisme, sur le syndrome post-traumatique. Je pense que c'est pas inintéressant de regarder ces publications. Vous connaissez aussi le docteur Roland Coutanceau, je pense, qui s'est beaucoup intéressé à l'enfant, à l'inceste et aux violences faites aux enfants. Et finalement, je terminerai là-dessus parce que je pense que la solution est là. Pour partir, il faut reconnaître son impuissance à changer l'autre et décider de s'occuper enfin de soi. Je vous remercie pour votre attention. Ça a marché, ça? Bon, c'est le film Anna qui est produit par l'ami prof. C'est assez fort. Et ça a été la claque. Bon, au départ, la claque, et puis après, même vraiment tout de suite après, la claque, c'était excuse-moi. Et donc voilà, j'ai pardonné parce qu'au départ, c'était ridicule. Enfin, il n'y avait rien de sérieux dans la dispute.
suis paralysée. Je peux rien faire. J'ai l'impression qu'il a raison quand il me frappe. C'est moi qui ai tort. C'est moi, c'est la petite fille trop gâtée, trop capricieuse. C'est ça qui en ressort. Et c'est lui qui a raison. C'est lui qui me connaît mieux. Je vais avec lui 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc il n'y a que lui qui peut me juger, qui peut me connaître. Enfin, je dis rien parce que pour moi il a raison. Il a raison, enfin oui, il a raison. J'ai honte. Quand j'ai commencé à vivre avec cet homme, il était jaloux, aussi bien de mes amies femmes que hommes. Donc j'ai coupé les ponts en fait avec tout le monde. Donc on se retrouve seul. C'est des bleus, mais les bleus ça disparaît. À la limite, je préfère largement avoir des coups, alors que les paroles, ça reste. Le plus dur à encaisser, ce sont les paroles. Je les ai dans la tête, les paroles. C'est mon histoire. C'est pas grand chose, mais juste j'ai des aigreurs de ses mains, donc ça m'empêche de dormir et même le manox ne fait rien. Je voulais savoir si vous n'avez pas quelque chose un peu plus fort. Voilà, comme ça. Notre date de naissance 9 octobre 1971. Adresse 209 avenue dans le 10e à Paris. des enfants. D'un seul Louise, à la 9 ans. Des antécédents. Allergie. Opération. Les animaux, quand j'étais petite. Des antécédents familiaux, des antécédents cardiovasculaires, problèmes de thyroïde. Maladie grave. Non. Vous utilisez un moyen de contraception. Oui. Lequel? Le stérile. Pas de soucis de ce côté-là. Est-ce que vous avez subi des violences dans votre vie? Pourquoi vous me demandez ça? C'est quelque chose à vos patients.
vais d'abord vous expliquer. Hein? Allez, on va regarder ça. Reposez votre affaire. Je peux bien non plus si j'ai un peu froid. Bien sûr. Allongez. Voilà. Est-ce que vous avez mal? Oui, c'est Là? Oui. Ça vous aime? Ça me donne même des vertiges. Quand ça me prend, ça me fait en deux. C'est depuis quand ça? Depuis mardi dernier. Enfin, ça m'est déjà arrivé, ça m'arrive quand je suis fatiguée. Du coup, j'arrive pas à dormir et je suis encore plus fatiguée. Enfin, j'arrive pas à m'en sortir. Mais quelque chose qui vous a fait? Non, pas du tout. Non, je vous ai dit, enfin, ça m'arrive de temps en temps. Ouais, et régulièrement même. Et à la maison, ça se passe comment? Bon, ça va bien. Enfin, Louise a un peu des problèmes à l'école en ce moment. On dirait qu'elle est dans une période de régression. Elle me fait pipi au lit la semaine dernière. C'est parce que je peux plus l'accompagner à l'école le matin. Si j'ai beaucoup de travail. Si. Mon mari, lui, il n'en a pas, donc ça crée un déséquilibre. Et entre vous et votre mari, ça se passe comment? Ça se passe. On vit ensemble, quoi. Ça se passe comme d'habitude. Comme d'habitude. Il n'est pas très. Enfin, je suis pas très non plus, mais il n'est pas très facile. Petite tension, pardon, il y a l'alarme. Et quand votre mari est patience, ça se passe comment? D'habitude, ça va. Mais hier, j'ai cramé la semaine. Alors, ça. Bon, il n'aime pas quand c'est cramé, donc ça a crié un peu fort. Ouais. Il est maniaque. Mais bon, il faut comprendre, sa mère elle était très peu soigneuse. Les plus sont bien pris. Oui. Impeccable. Allez-y. C'est pas facile tout ça. Travail, tâches ménagères. La petite aussi, c'est ça qui vous épuise. Oui. Du coup, tout le monde est fatigué, et puis on s'énerve, quoi. En fait, il m'a traîné par les cheveux devant ma fille. Quand on s'est disputé. Mais ça n'arrive pas tout le temps. Vas-y. Et ça s'est terminé comment? Ça devrait être calmé. Quand vous avez envie de faire l'amour, il réagit comment? Oui, mais c'est besoin. J'ai pas vraiment le choix. Donc il vous force à avoir des relations sexuelles. Ouais. Et à quel moment démarre le découvre? Ça me déclenche n'importe quoi. Donc en fait, votre mari, c'est du genre à vous humilier, à vous traiter tous les noms, à vous insulter, à vous empêcher de sortir, à contrôler votre argent. Vous voyez des amis? Famille? Bah, ils sont loin, donc on les voit pas trop. Bon, on va essayer de trouver ensemble des pistes pour vous sortir de là. L'important déjà, c'est de rompre avec l'isolement, en plus se sentir isolé. Vous avez le coup, ça? Très bien, je crois que vous êtes fine et courageuse. Bon, je vous prescris un médicament un petit peu plus fort que le Nalox. Et puis je vais faire une note aussi, précisant comme votre voix, comme ça, je suis sûr que personne ne vous empêchera de venir. Vous évitez les fruits crus, les ingrédients acides, et puis vous privilégiez le cuit, compote, les... Vous allez être prise en charge. Vous allez vous occuper de vous. Aujourd'hui, vous pensez que vous êtes la seule responsable de tout ça. Mais évidemment, c'est pas vous la coupable. C'est votre agresseur, c'est votre mari. Vous savez que les violences sur autrui sont sanctionnées par la loi. Vous pouvez tout à fait porter plainte au commissariat. Rapport forcé, c'est un viol.
Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.